Bonsoir. Ce soir, je voudrais vous parler de la prise de parole en public. Je vous avoue que c'est un sujet avec lequel je ne suis pas très à l'aise en réalité parce que je m'accorde très peu de légitimité en raison de mon bégaiement. Et pourtant, il n'y a pas très longtemps, j'ai remporté un concours d'éloquence. Je m'appelle Samira. Je suis assistante sociale. Mon métier, c'est d'écouter les gens. Toute la journée, je les écoute pour les aider à conscientiser et à mettre en action leur potentiel afin d'atteindre l'autonomie à laquelle ils aspirent. J'analyse avec eux les difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien, au regard de l'environnement dans lequel ils évoluent, au regard de la personne qu'ils sont et des ressources qui leur sont propres. Dans mon métier, l'écoute est probablement l'une des qualités les plus importantes à développer. Savoir écouter quelqu'un, c'est savoir se taire pour offrir à l'autre un espace de parole tout en restant totalement investi dans l'instant. C'est proposer à l'autre un climat de bienveillance sincère et une attention indispensable à la mise en confiance. Toute la journée, j'écoute les autres être ce qu'ils sont et l'exprimer à voix haute. Je les écoute parler d'eux, entre eux et aux autres. Ça, je sais faire. Et après 16 années d'exercice professionnel, je peux vous dire que je maîtrise parfaitement la compétence de l'écoute. D'ailleurs, je la maîtrise tellement que lorsque j'ai un doute sur mon avenir professionnel et que je me demande qu'est-ce que je pourrais faire d'autre un jour, je me rends compte que je ne sais rien faire d'autre que d'écouter les gens. Et d'ailleurs, si je regarde en arrière, je réalise que j'ai été bien plus un être de silence qu'un être de parole. Et pourtant, passer du silence à l'expression orale est le cheminement naturel de l'homme. Le fœtus est silencieux tout au long de son séjour dans le ventre. Et il s'exprime bruyamment dès la naissance pour ne plus jamais cesser de parler. D'ailleurs, en 1989, William Levelt l'a très bien expliqué, parler est notre occupation préférée. Nous passons des heures entières à discuter, à raconter une histoire, à débattre, à argumenter, et même à nous parler à nous-mêmes. Mais au final, qu'est-ce que la parole ? La parole, c'est l'utilisation de la langue qu'un individu fait de façon totalement individuelle et singulière. Elle revêt des caractéristiques variées, le ton employé, le vocabulaire, la prononciation, le débit, le volume de la voix, etc. La parole a aussi la caractéristique d'évoluer avec les époques et les sociétés. Alors que l'être humain respire de la même manière depuis des millénaires, notre parole ne cesse de se modifier et d'évoluer au fil du temps. La parole a des fonctions très diverses.
La première, c'est qu'elle a une fonction expressive. Nous utilisons la parole pour exprimer une idée, une pensée, un ressenti, un cri de joie ou de peur, un murmure de tendresse. La parole a aussi une fonction communicante et socialisante. Elle est le moyen qu'a trouvé l'homme pour entrer en interaction avec l'autre, pour échanger avec lui et partager. La parole ne peut s'acquérir d'ailleurs que par l'interaction humaine, ce qui n'est pas le cas des autres fonctions humaines. Enfin, la parole a, selon moi, une caractéristique, une fonction d'identification. Je vous ai dit un petit peu avant que la parole était singulière et personnelle. Elle révèle notre identité. Elle est un élément constitutif de notre identité. La parole que vous allez prendre, selon qu'elle soit avec une voix franche ou hésitante, un vocabulaire riche ou pauvre, va vous placer dans un certain nombre de groupes sociaux qui vont vous identifier comme un père. Ma parole à moi est saccadée, elle est hachée et elle est pleine de blocages. Elle n'est pas fluide comme celle des autres speakers. Et vous pouvez entendre que je bloque sur des mots, que je répète certains sons de façon incontrôlée. Et vous pouvez aussi entendre ma voix qui varie de façon parfois inappropriée. Et vous pouvez même entendre la fatigue physique que génère pour moi la prise de parole en public. Je ne peux pas exprimer de façon libre et spontanée ce que je ressens ou ce que je veux en raison de mon bégaiement. C'est un handicap. Alors pas de panique, on n'en meurt pas, tout va bien, on vit avec. Effectivement, on ne meurt pas du bégaiement. Par contre, pour les personnes qui le subissent au quotidien, il génère un isolement, parce que le bégaiement est plus insidieux qu'il ne laisse à savoir. C'est un iceberg dont les ravages sous-marins sont insoupçonnés. Pour moi, comme probablement pour toutes les personnes atteintes par le trouble, chaque blocage est un échec, une incapacité qui va laisser des traces. Chaque jour, en moyenne, vous et moi, nous prononçons 15 000 mots par jour. Essayez de visualiser tous les moments de votre journée, du matin jusqu'au soir, où vous avez pris la parole pour parler de tout et de rien. 15 000 mots. Eh bien, dites-vous que pour moi, ce sont autant de situations de mise en échec. Mise en échec parce que lorsque je veux prononcer un mot, un blocage m'en empêche. Et mise en échec aussi parce que pour éviter un blocage, je vais devoir adopter des stratégies de contournement. Par exemple, je ne vais pas utiliser le mot qui exprime parfaitement ma pensée, mais je vais en prendre un autre qui l'exprime moins bien, mais dans lequel je ne bloquerai pas. Ça peut aussi être le fait de ne pas affirmer mon opposition, parce que ça va devoir m'obliger à argumenter, et donc à augmenter la charge émotionnelle, et donc générer un petit peu plus de blocage. Et ça peut aussi être de limiter mes interactions humaines et mes prises de parole.
Voilà comment se passe le processus de mise en échec. J'ai une idée, une émotion, un ressenti à exprimer. J'ai envie de l'exprimer ou besoin de l'exprimer. Je prends la parole et je bloque. Immédiatement, je me sens en échec et je perds confiance en mes capacités. Ceci va abîmer l'estime de moi. Et peu à peu, je vais éviter de prendre la parole en public pour ne pas me retrouver dans la situation. Et ainsi de suite. Voilà le processus par lequel le bégaiement prive très tôt les gens de tout ce qui constitue le lit de l'autonomisation. La confiance en ses capacités et l'estime de soi. Se construire autour d'un échec, c'est éroder chaque jour un petit peu plus la valeur que l'on s'accorde face aux autres qui, eux, affichent une communication toujours plus fluide, plus percutante, plus éloquente, plus juste. Voilà comment on se terre dans le silence. T-A-I-R-E. Je me tais parce que je me dis que si mes mots ne sont pas correctement articulés, comment est-ce que l'autre va faire l'effort de tendre l'oreille pour entendre mon message? Comment est-ce que l'autre va percevoir ma parole et me percevoir? La perception, c'est exactement cela. C'est l'interprétation que fait notre système cérébral d'une information captée par nos sens. L'interprétation est subjective et sa puissance de frappe est redoutable. Mon cerveau a perçu et perçoit encore ma parole comme un danger. À chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai la sensation irrationnelle et en même temps réelle que je suis en danger. Irrationnelle parce que, évidemment, je ne vais pas mourir, mais réelle parce que mon estime de moi est encore une fois érodée. Et donc, je suis bien en danger. Alors, pour me protéger du danger, naturellement, j'ai trouvé refuge dans le silence. Et pour continuer à m'exprimer tout en gardant le silence, j'ai compensé la rareté de mes mots parlés par l'abondance de mes mots écrits. Sauf que la vie est parfois plus audacieuse et plus surprenante qu'on ne l'envisage. Un peu comme ces rues de Paris qui dévoilent un paradis insoupçonné derrière une porte d'entrée ordinaire. Alors, dans ma vie ordinaire d'assistante sociale qui écoute les autres, en 2021, j'ai rencontré le concours de l'éloquence du bégaiement. Ce concours honore la parole de celles et ceux qui s'en privent. En y participant, j'y ai affronté le sujet de ma vie, mon bégaiement, sa place dans mes mots, dans mes silences et dans mes choix de vie. Pour la première fois, j'ai évoqué publiquement mes envies d'interaction humaine et de prise de parole, mais aussi mes émotions, mes vulnérabilités et mes souffrances. Et sans que je ne m'y attende,
Cette finale dans un grand théâtre parisien a été pour moi la réalisation personnelle de ma vie. Celle qui m'a affranchie du regard dégradé que je portais sur moi et qui m'a en fin de compte dépassée pour faire écho chez les autres. Sans que je ne me rende compte, ce soir-là, j'ai renversé mon schéma de pensée et j'ai gravé en moi ce message. Ton message est plus important que tes blocages. Tes mots abîmés révèlent des pensées puissantes. Tu peux les exprimer et les partager. Elles s'intéressent et elles s'inspirent. Ce soir-là, j'ai réalisé qu'en plus de l'écoute, j'avais aussi la qualité d'être éloquente. Nos potentiels ne sont limités que par les œillères que l'on se met. La perception encore. Alors, si vous le permettez, j'aimerais vous demander de prendre quelques secondes pour réfléchir à ce qui vous effraie le plus dans votre vie. Quel est l'élément de votre histoire ou de votre personnalité qui vous rend le plus vulnérable socialement et que vous cherchez à masquer à tout prix aux yeux des autres? Quel est votre iceberg à vous? Et en fin de compte, n'êtes-vous pas plus puissant que lui? Ce soir, j'ai prononcé 1620 mots pour vous raconter mon histoire. 1620 raisons de ne surtout pas prendre la parole. 1620 situations de mise en échec. Mais ce soir, j'ai surtout vécu 1620 moments de partage inestimables. Je vous remercie. Je ne sais plus par où passer. Merci.